Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'éthique. Vaste sujet. Alors, la question qui nous est posée est est-ce que l'éthique est-elle un frein à l'environnement, au progrès économique, à l'activité économique? Moi, en tant que journaliste, je dirais que niveau empirique et microéconomique, j'aurais tendance à répondre que oui, c'est un frein. En tout cas à court terme pour les entreprises, puisqu'on voit bien qu'elles sont régulièrement mises sur la sellette pour des activités qui ne seraient pas éthiques, donc qui ne seraient pas jugées éthiques, soit par des ONG, soit par des citoyens, soit par des municipalités, soit par l'autorité judiciaire. Donc ça, c'est des sujets qui jalonnent, je dirais, les journaux, etc. Donc ce serait peut-être en tout cas une réaction à court terme. Mais nous sommes ici avec des spécialistes qui vont nous éclairer à la fois sur le côté micro et macro. Je vais vous présenter notre panel. Nous avons un panel avec François Villeroy de Galhau, qui est gouverneur de la Banque de France et qui donc exerce un peu ce rôle de régulateur et qui a aussi évolué dans le monde bancaire. Donc il a aussi une expérience très, très concrète. Patrick Pouyanné, directeur général de Total, présent partout dans le monde, et qui a mis en place progressivement une code de conduite qui a sûrement été confrontée à des problèmes de corruption, qui maintenant a beaucoup de pression de l'environnement général, des ONG, des citoyens pour prendre en compte l'élément écologique de son activité. Donc ça, ça va être intéressant. Nous avons à ma droite Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, qui est également un groupe complètement mondialisé, donc aussi confronté à des différents standards éthiques. Et donc vous allez pouvoir nous en parler. Est-ce que c'est un frein? Yves Perrier va pouvoir nous éclairer sur l'aspect investisseur, comment les investisseurs prennent en compte ces critères éthiques et comment véritablement contrôler que les investissements, les entreprises dans lesquelles les investisseurs investissent mettent en place ces standards, vivent ces standards. Et enfin, le membre très éminent du cercle des économistes, Monsieur Jacquia, qui va nous éclairer sur les grandes études, les grandes tendances macroéconomiques. Est-ce que vous voudriez bien commencer à nous faire un petit panorama? Oui, absolument. Bonjour. Alors, l'éthique est-elle ou est-il un frein économique? C'est un sujet qui est pain béni pour les économistes. Pourquoi? Parce qu'ils aiment beaucoup les économistes financiers aiment beaucoup faire des études empiriques sur la création ou la destruction de valeur. Et donc, énormément d'économistes un peu partout dans le monde se sont aventurés sur ce thème-là en essayant de construire des échantillons, deux échantillons, un échantillon de société propre, qui aurait de l'éthique, qui ferait du RSE, qui aurait une consommation de CO2 faible, qui émettrait peu de CO2, qui respecterait les principes de corporate governance, qui aurait des sentiments éthiques, etc. Et puis un échantillon, au contraire, de sociétés qui ne respecteraient pas tout cela. Bon, là, malheureusement, les résultats sont extrêmement ambigus, sont extrêmement opaques et ne sont pas parlants. On ne peut pas dire que, sur la base de cela, on puisse dire que l'éthique est un frein ou au contraire un accélérateur économique. Et pourquoi? Parce que sans doute que ces problèmes-là sont marginaux par rapport aux performances opérationnelles, aux stratégies, au développement, etc. des sociétés. Et donc on n'a pas de résultats sur ce plan-là, sur un plan global, américain, européen ou mondial. Deuxième approche, c'est une approche plutôt anecdotique, c'est-à-dire que par exemple, pour donner deux exemples, Al Gore, lorsqu'il a été battu à l'élection américaine en 2001 contre Bush, en 2004, a créé un fonds qui s'appelait Generation, et ce fonds avait pour objectif de satisfaire tous les principes éthiques de la Terre. Et il avait fondé ce fonds avec d'ailleurs le patron de l'asset management de Goldman Sachs. Et donc, ceci a été fait en 2004. Nous sommes en 2018. Il a 14 ans de performance. Encore une fois, c'est anecdotique. C'est un exemple.
eh bien, sa performance est excellente. Il a fait 13,5% par an contre le S&P qui a fait 8%. Et donc, de ce point de vue-là, tout ça est satisfaisant. L'autre exemple anecdotique, c'est celui d'un fonds qui a été racheté par mon voisin en 2017, qui s'appelle Pioneer, qui a été racheté par Amundi. Et en fait, Pioneer est le deuxième plus ancien fonds américain encore en existence, qui a été créé, je crois, en 28 ou en 31. Il approche de ses 90 ans, et dès son inception, dès sa création, il avait souscrit à des principes éthiques dans sa politique d'investissement. Et là aussi, c'est anecdotique, mais ça dure depuis 90 ans, là aussi, les performances ont été au rendez-vous. Bon, ceci étant, il y a eu quelques études empiriques sur les sociétés du péché, ce qu'on appelle les vice stocks ou les sin stocks. Et si vous aviez investi $1 dans l'industrie du tabac en 1900 aux États-Unis ou en Angleterre, vous auriez aujourd'hui une fortune pour les États-Unis de 7,5 millions de dollars et pour l'Angleterre de 6,8 millions de dollars. Si vous aviez investi à la même époque, en 1900, $1 dans l'indice respectif de ces deux pays, vous seriez à la tête de 35 ou 38 000 dollars. Donc là, on a un contre-exemple extraordinaire, mais encore une fois, il y a un effet rétroviseur. C'est facile de trouver ex post des sociétés qui surperforment le marché. Et puis, en fin de compte, si on applique la théorie financière de manière mesurée à ces performances, ce sont des sociétés qui sont beaucoup moins liquides, qui sont beaucoup plus risquées. Alors, c'est qui ces sociétés? Il y a le tabac, bien entendu, mais il y a aussi les jeux, il y a aussi les boissons alcoolisées, il y a l'armement, etc. Bon. Donc, heureusement, grâce à la théorie financière proprement appliquée, cet effet rétroviseur disparaît. Et autrement dit, ces sociétés étaient très risquées. Elles commandaient une rentabilité anticipée plus élevée qu'elles ont effectivement réalisée. Et pour finir, et pour lancer le débat, je dirais que, en fait, l'éthique n'est peut-être pas un frein, mais est un moteur économique. C'est-à-dire que les mêmes qualités cognitives qu'il faut avoir pour déceler les tendances sociétales, etc., et donc satisfaire à des principes éthiques, sont peut-être les mêmes qualités qu'il faut avoir pour développer de nouveaux produits, pour développer ses marchés, etc. Merci. Patrick Pouyanné, est-ce que vous pourriez nous dire comment, dans l'histoire de Total, vous avez graduellement pris en compte ces contraintes éthiques, et est-ce que pour vous, ce sont des freins ou pas, ou c'est peut-être juste des données auxquelles vous devez vous plier, mais est-ce que parfois, si vous êtes confronté à des sociétés qui n'ont pas les mêmes standards, vous êtes obligé de rater une affaire? Comment faire? Bien. Je suis sûr que je suis dans la salle considéré celui comme la société non éthique. Total, chaque fois que je vais devant des jeunes étudiants, j'y vais une fois par trimestre dans les grandes écoles, en général, mais comment pouvez-vous diriger une entreprise qui corrompt tout le monde sur la planète? Alors, ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais je peux vous garantir que si je suis PDG de Total, je n'ai jamais corrompu quiconque sur cette planète. En fait, le groupe et l'évolution que je vais décrire, en fait, pour moi, est une évolution qui concerne non seulement Total, mais qui concerne la plupart des grandes entreprises. Le premier code de conduite de Total date de 2000. Donc, c'est pas hier qu'on a signé un code de conduite, c'est en 2000, après les fusions, d'ailleurs, Total-Finahealth, où pour des raisons, d'ailleurs, à la fois internes et externes, on a souhaité écrire noir sur blanc les règles que devait suivre tout employé de ce nouveau groupe. Ce code a évolué, il a évolué parce qu'on a été, d'abord parce que le monde évolue, et sur cette période de 20 ans, on voit bien que des groupes comme les nôtres, de la même façon que le débat globalisation, nationalisme, en ce moment que l'on voit monde global, monde local, multilatéralisme, nationalisme, monte en puissance, nous, Total, qui sommes un des objets de cette globalisation, voire une des boîtes qui a réussi à surfer sur la globalisation, on est confronté aussi à ces trends de plus de nationalisme, plus de local et quelque part plus d'éthique. Et si aujourd'hui il y a des débats sur la responsabilité sociale de l'entreprise, en fait on en fait comme M. Jourdain depuis longtemps, mais c'est pourquoi il y a un débat. C'est parce qu'il faut qu'on le montre et qu'on le dise et qu'on le fasse savoir.
Alors on a évolué sous l'effet d'événements. Il y a eu bien évidemment le fait qu'il y a eu une polémique autour de Total sur notre présence au Myanmar, qui nous a conduit, et nous étions accusés de travail forcé, de travailler avec une junte militaire. Nous avons continué à travailler au Myanmar selon notre code de conduite, puisque la règle que nous avons, c'est que nous pouvons travailler dans un pays qu'à deux seules conditions. Un, que les lois internationales nous le permettent. La deuxième, c'est qu'on respecte nos codes de conduite. Ça nous avait conduit, et j'en suis convaincu d'ailleurs, à continuer à travailler. Et j'observe d'ailleurs que dans les conditions que nous nous imposions, et pas celles que pouvait nous imposer le pouvoir local. Et j'observe d'ailleurs que quand le Myanmar s'est libéré, quand Aung San Suu Kyi est arrivé au pouvoir, soudainement, ce qui était non éthique est devenu, pas éthique, mais finalement Total était resté présent. Et je pense que c'est quelque chose d'assez profond, parce que quelque part derrière cet exemple, il y a l'idée auquel nous croyons qu'un groupe comme le nôtre peut être véhicule de soft law. Si nous nous imposons des règles mondiales, lorsque je signe avec les syndicats mondiaux un accord mondial qui dit que chez Total, partout dans le monde, il y a des congés de maternité, ça peut vous paraître évident, mais il y a plein de pays au monde où ça n'existe pas. Eh bien, en faisant des actes comme cela, nous véhiculons nos propres règles. Lorsque nous décidons d'appliquer des standards de sécurité de la mer du Nord dans le golfe de Guinée, il est évident que les standards de sécurité que m'imposent un certain nombre de pays africains n'ont rien à voir avec le standard de la mer du Nord. Mais nous travaillons partout dans le monde de la même façon. Donc nous sommes véhicules de soft law. Alors l'éthique est montée, il y a le Myanmar, après il y a eu des accusations, d'ailleurs nous avons été condamnés pour des raisons, des vieilles affaires de corruption, qui ont fait prendre conscience que tout ça était inacceptable, et donc il y a eu des processus mis en place extrêmement lourds dans l'entreprise, avec un mot d'ordre qui est de la tolérance zéro, que je rappelle, et nous avons été amenés chaque année, je peux vous dire que chez Total, des gens sont licenciés parce qu'il y a des fautes, soit de fraude, soit d'éthique. Il y a un rapport qui est fait chaque année au conseil d'administration, et donc c'est un sujet qui est suivi extrêmement sérieusement, et c'est monté en puissance, sur le droit de l'homme, et je dirais donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas un frein, c'est en fait, fondamentalement, si nous voulons que notre entreprise globale, continue à être acceptée dans ce monde où il y a à juste titre des interrogations légitimes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sur la diversité, qu'elles soient de droits de l'homme, enfin, dans tous ces domaines-là, eh bien, si on veut pérenniser notre business model, on doit le prendre en compte. Et donc, par exemple, au dernier conseil d'administration du mois de mars de Total, 1h30 a été consacrée à que nous disent nos investisseurs sur les sujets environnementaux, soit ESG, gouvernance, etc. Il y a des choses qui sont dites bien sur nous. On est plutôt considéré aujourd'hui dans l'oil and gas comme un des leaders sur plusieurs thèmes. Il y a des choses où on nous dit qu'il faut vous améliorer. Nul monde n'est parfait. Et le plus important dans cette question-là, c'est d'avoir d'ailleurs des dynamiques de mouvement. Moi, j'attache du prix là-dessus à 2 ou 3 principes. Le premier, c'est la transparence. Ça peut vous surprendre, mais vous voyez, on a publié, avril 2018, quelque chose qui s'appelle les droits de l'homme chez Total. Et où on parle des sujets difficiles que nous pouvons avoir lorsqu'en Ouganda ou en Tanzanie, on veut faire un tuyau sur 2000 km et on doit bouger des populations, avoir accès à des terrains. Il y a des questions évidentes qui sont posées. Comment on fait ça de façon responsable? Donc on publie ce que nous faisons. On le fait sur le climat. On publie un rapport sur l'ensemble de nos impacts climatiques. Donc la transparence. Le deuxième, ça peut être, on le fait sur la fiscalité. Vous voyez, on a pris la décision que toute la liste, si vous voulez savoir où sont implantées toutes les sociétés de Total, vous avez sur site internet et vous savez combien il y en a des paradis fiscaux. Il en reste 12 sur plus de 1000. C'est 12 de trop, mais ça fait plus vite. Donc tout ça, c'est la transparence. Le deuxième, c'est le dialogue, parce que tout ça, ça passe par discuter. Et avec cela, et puis la troisième idée, c'est que nous impliquons l'entreprise beaucoup dans des mouvements collectifs. Par exemple, on participe à des mouvements sur la transparence des revenus des États, et on participe à des mouvements collectifs. On est acteur de ces mouvements collectifs parce que je pense qu'on peut progresser plus facile à plusieurs que tout seul. Merci, voilà. C'est très intéressant. Bon, François Villefranche-Gallo, en tant que régulateur, est-ce que vous croyez à la contrainte? Enfin, comment vous espérez maintenir un haut standard d'éthique, de bonne pratique,
on voit, il y a eu quand même une grosse crise financière avec beaucoup de remises en cause des comportements éthiques dans le secteur financier. Est-ce que vous pensez qu'on a passé une étape et quel est le rôle du régulateur de ce point de vue-là? Merci et bonjour. Je vais essayer dans les quelques minutes que nous laissent les organisateurs d'Aix de dire 2 convictions face à 2 questions. La première question, ce n'est pas celle directement qui nous est posée, elle est faussement simple, c'est un comportement éthique, c'est quoi? Et je reviendrai à ce propos à ce qu'Anne-Sylvaine vient de dire. Et puis la deuxième question, c'est celle qui nous est posée, c'est est-ce que l'éthique est un frein au développement économique? Je commence par la première, si vous voulez bien. Un comportement éthique, c'est quoi? Et d'abord une hésitation sur les mots, entre l'éthique et la morale. À vrai dire, il n'y a pas historiquement beaucoup de différence de sens entre ces 2 mots. Il y a une différence d'origine linguistique, l'éthique vient du grec et la morale vient du latin. Mais curieusement, nous aimons l'éthique et nous n'aimons pas beaucoup la morale. Nous n'aimons pas les leçons de morale, nous aimons encore moins l'ordre moral. Je crois que ça nous dit une première chose, c'est qu'une éthique, ça doit être incarné. C'est une éthique en responsabilité. Alors Max Weber a écrit des choses magnifiques bien avant nous là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose qui doit venir d'en haut ou de très loin. Ensuite, pour éclairer ce qu'est un comportement éthique, je vais vous proposer 2 couples de forces en tension. Il y a ce qui est collectif, ce qui vise le système, voire l'entreprise, puis ce qui est personnel. Et puis il y a un autre axe en vertical, il y a ce qui est obligatoire et ce qui est volontaire. Alors là, je vais tenter quelque chose de beaucoup plus difficile que l'éthique, c'est la technique. Si jamais tout va bien, il y a un slide qui va s'afficher pour revenir sur la crise financière. Et si le slide ne s'affiche pas... Voilà. Bon. Et ça, c'est revenir sur la question de qu'est-ce qui s'est passé dans la finance. Au passage, pour vous compliquer un peu les choses, vous voyez que les axes sont dans l'ordre contraire de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un pari sur l'intelligence du public. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur de la finance, qui est le mien, avant et après la crise financière? Et je crois que c'est extrêmement intéressant. On est parti du cadran qui est en haut à gauche. C'est-à-dire une forte tendance, avant 2007, notamment aux États-Unis, à l'autorégulation, à la déontologie, à ce qu'on appelait business ethics, et on a vraiment abusé du terme, bref, ce qui est collectif et volontaire. On a vu après 2007 ce que ça valait, c'est pas grand-chose. Et à ce moment-là, le balancier revient extrêmement fort vers la droite, c'est-à-dire les règles obligatoires, les réglementations financières prudentielles qui ont été adoptées à Bâle et ailleurs, sous l'impulsion du G20, et puis l'énorme mouvement, et les financiers qui sont dans la salle peuvent en témoigner, de ce qu'on appelle la conformité en français ou la compliance, d'encadrer vraiment les règles du jeu. Alors soyons clairs, je pense que ces règles restent indispensables. Il y a une petite tentation, 10 ans avant la crise, de dire mais il serait temps de déréglementer, etc. Non, ces règles restent indispensables et doivent s'appliquer à l'échelle internationale. Et au passage, une bonne nouvelle dans toutes ces menaces sur le multilatéralisme, c'est qu'aujourd'hui, les responsables américains sont toujours engagés, et le disent, à appliquer ces règles. Dans le domaine financier, le multilatéralisme tient bon. Troisième temps, je le fais de façon chronologique, mais évidemment les choses s'ajoutent, et ça, c'est un mouvement fort aujourd'hui dans le monde anglo-saxon, les codes de conduite, ou Code of Conduct, qui concernent cette fois-ci plus les comportements personnels, mais qui sont toujours de l'ordre de l'obligatoire. Et puis je termine, il y a un 4e cadran sur lequel j'ai mis un point d'interrogation, qui est celui dont on parle le moins, parce qu'il est plus difficile d'en parler, mais je crois qu'il est néanmoins extraordinairement important, c'est le librement choisi sur le plan personnel. Alors appelez ça le libre arbitre, si vous voulez, appelez ça la conscience, appelez ça les comportements, mais je vais me risquer à dire un tout petit mot de ce cadran-là. Alors je vais le faire avec énormément de modestie, parce que je crois qu'il s'agit là aussi de ne pas prétendre donner de leçons à quiconque, mais je crois que le silence sur ce cadran-là est un peu un angle mort aujourd'hui du débat. On ne réglera pas tout par les règles et le collectif. Vous ne pouvez pas prévoir toutes les situations. Et donc la conscience compte. Et si j'osais dire des choses là-dessus, je risquerais 3 E. On va retrouver en partie certaines des choses que Patrick Pouyanné a dit, mais je suis vraiment de l'ordre du personnel. Le premier E, c'est exemplarité pour les dirigeants d'entreprise. Alors pas du tout au sens qu'ils prétendent être exemplaires et sans limite, nous en avons tous plein.
mais qu'au moins, ils s'appliquent à eux-mêmes avec une grande cohérence ce qu'ils demandent à leurs équipes. Le deuxième E, c'est échange. Le fait qu'un salarié dans chacune de nos entreprises ou de nos organisations publiques, comme la Banque de France, puisse parler avec ses managers de sujets éthiques, de doutes éthiques, avec la même liberté, la même légitimité, la même facilité qu'il le fait sur des sujets professionnels. Ça, c'est une question de process, le droit d'alerte, mais c'est beaucoup une question de climat dans l'entreprise. Et puis le troisième E, peut-être un peu plus personnel, c'est enracinement. Je pense qu'une conscience, cela se nourrit de plus profond et de plus grand que nous, et d'extérieur à nous. Ça se nourrit d'une culture, ça se nourrit d'un recul critique et d'un pas de côté qu'il faut savoir faire, y compris quand on est dans le feu de l'action comme dirigeant. Ça se nourrit peut-être d'une spiritualité. Appelons cela, sans angélisme, sans béatitude, une forme de charpente ou d'unité intérieure à construire. Je crois en tout cas, et je m'arrête là sur la première question, que le métier seul, l'entreprise seule et même le régulateur seul n'ont pas la totalité de la réponse à notre question d'aujourd'hui. Alors ça m'amène à notre question, puis je termine rapidement par là, sur est-ce que, effectivement, l'éthique est un frein à l'économie. Alors là aussi, je vais partir d'un peu plus loin et d'Aristote, qui est toujours une bonne source sur notre sujet. C'est Aristote qui parle de la vie bonne, et il fait une distinction qui est moins connue, là je suis du côté de l'économie dans la question, entre l'économique, destiné à satisfaire les besoins humains, et ce qu'il appelle la crématistique, qui est l'enrichissement ou la recherche du profit pour lui-même. Alors cette distinction est très séduisante depuis des siècles, notamment en France, et notamment chez les alternatifs aujourd'hui. Je crois qu'elle est trop simple, et on pourrait être très long là-dessus. Mais elle a le mérite de nous renvoyer aux finalités de l'entreprise, et je termine par là. Est-ce qu'il y a conflit d'objectifs entre le profit de l'entreprise et le bien qu'elle fait? À court terme, je pense que la grande majorité de l'opinion est convaincue que oui, il y a conflit. Et qu'il y a même une certaine naïveté à imaginer qu'on peut faire les deux. C'est là que j'en viens à ma deuxième conviction. C'est que plus nous raisonnons à long terme, plus ces finalités convergent. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un coût croissant de la non-éthique, y compris dans l'économie contemporaine et particulièrement dans le domaine financier qui est le mien. C'est les amendes, c'est le risque de réputation. Et nous avons appris avec un certain nombre de sociétés, financières ou non financières, qu'aujourd'hui, les fautes d'éthique peuvent être mortelles. Et puis, il y a une raison plus positive, c'est que la prise en compte de stakeholders, de partenaires plus larges, au-delà des seuls actionnaires, renforce l'entreprise. Alors, soyons clairs, là aussi, il ne faut pas d'illusion ou d'angélisme. Il ne s'agit pas de croire n'importe quelle communication d'entreprise, notamment aux États-Unis, avec la vogue du triple P, vous savez, Profit, People, Planet. Donc, il y a énormément de communications d'entreprise qui déclinent de façon un peu facile le triple P. Il ne s'agit pas non plus, en sens inverse, de céder à n'importe quel diktat médiatique des ONG. De temps en temps, il y en a des excessifs. Mais je crois profondément à une RSE authentique. Le critère d'une RSE authentique, c'est qu'elle mord, c'est qu'elle amène à changer des choses, peut-être à prendre des conséquences sur les collaborateurs. Et puis, je crois profondément au rapport Sénard-Nota dans le fameux débat sur l'objet social de l'entreprise et la raison d'être. Je termine par une citation d'Henry Ford, qui n'était pas un doux poète, et qui disait la chose suivante, il y a déjà un siècle. L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. Merci. Avant de revenir à des cas concrets avec CMA CGM, je vais prendre la perspective de l'investisseur avec Yves Perrier. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, la méthode incitative, c'est-à-dire d'essayer de drainer des fonds vers des sociétés qui appliquent de bons standards éthiques et des bonnes pratiques, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ça vraiment ça modifie les comportements ? Et comment on contrôle
que ces sociétés dans lesquelles vous investissez ont en effet ces bons standards? Amundi est une entreprise qui a été créée en 2010 et lorsqu'on a créé l'entreprise, on avait défini 4 piliers fondateurs. 3 étaient classiques, la qualité des produits, la qualité de la relation commerciale, l'efficacité. Et le 4e, c'était de faire d'Amundi un acteur engagé. Et je vais vous préciser comment. Et engagé dans ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. À cette époque, c'était quelque chose qui commençait à émerger, mais qui n'avait pas du tout pris l'ampleur en fait que ça peut avoir aujourd'hui. Pourquoi ce choix ? La première raison était un choix de conviction. On a vécu un monde, ces 30 ou 40 dernières années, qui a été caractérisé par une régression du pouvoir du politique, une émergence du pouvoir, des pouvoirs économiques, une libéralisation accrue. Et la libéralisation, elle a un corollaire qui s'appelle la responsabilité. Et je disais en boutade à mes collaborateurs, si nous ne nous préoccupons pas de la façon dont l'argent qui nous est confié est investi, qui s'en préoccupera? Ça, c'était la première raison, une raison de conviction. La deuxième raison était une question d'image. Le secteur financier a connu la crise que l'on sait dans les années 2007-2008. Une partie de cette crise venait du fait que le secteur financier avait perdu conscience de quelle était sa vraie raison d'être, à savoir d'être fondamentalement quelque chose qui est utile au financement de l'économie, utile à l'investissement. Et donc, c'était aussi une façon de remettre la culture de l'entreprise au service. Et la troisième raison était managériale, c'est que il n'y a pas d'entreprise qui soit performante s'il n'y a pas une éthique collective de cette entreprise. Et au fond, l'éthique, ça ne se découpe pas. On n'est pas éthique dans sa famille et pas éthique dans son entreprise. On n'est pas d'un côté éthique à l'intérieur de l'entreprise et pas éthique vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. Le sujet, en fait, qui est posé à travers ça, au fond, pour moi, de la question de l'investissement socialement responsable, c'est de réintégrer l'intérêt général qui, par le passé, était censé pris en compte par les États dans les politiques des agents économiques. Et à cette époque, il y avait deux écoles, on peut dire. Une école qui était un éthique, je dirais, de stigmatisation. Le pétrole, c'est par définition pas bon, ou le nucléaire, c'est pas bon. Et une école qui est la mienne, et qui est celle d'une éthique de propagation de la responsabilité. La façon dont on l'a mis en place, c'est par des systèmes de notation des entreprises. Le système est simple dans son principe. On note les entreprises de A à G. G, on exclut, c'est assez rare. Et A, c'est entre A et F, on surpondère dans nos portefeuilles. Ça veut dire qu'entre deux entreprises qui auraient exactement les mêmes paramètres financiers, celle qui serait bien notée au titre des critères ESG sera plus pondérée dans nos portefeuilles que moins pondérée. Et ce point est important puisque, fond, c'est de dire notre objectif, notre démarche, c'est d'inciter les entreprises à inclure dans leur stratégie globale cette pratique, cette intégration des stratégies ESG. Et au fond, c'est d'aligner l'intérêt économique d'une entreprise et l'intérêt de la société en général. Et aujourd'hui, 200 milliards d'euros de nos encours sont gérés avec cette méthodologie complémentaire à l'analyse financière traditionnelle. L'autre forme d'engagement, ça a été de construire des fonds qui sont alloués à des investissements spécifiques. On a par exemple une joint venture avec EDF
pour financer des investissements d'efficacité énergétique. On a lancé un fonds d'1,5 milliard dit de Green Bonds dans les pays émergents avec la Banque mondiale dédié à ce type de points. Et enfin, on a un fonds qu'on appelle Amundi Solidarité qui a aujourd'hui 200 millions d'euros et qu'on va porter à 500 millions d'euros qui finance des projets à fort impact social, logement pour les handicapés, etc. Aujourd'hui, quelles sont les grandes questions? La première question majeure, c'est universel et local. Au fond, quand on investit par définition de manière globale. Et dans l'application de ces critères, là, un des points majeurs, c'est de savoir qu'est-ce qui doit être universel et qu'est-ce qui doit être spécifique. Et on retrouve là le débat actuel autour de qu'est-ce qui est global, ce qui est spécifique. La deuxième question pour moi importante, c'est le poids relatif des critères. Par le passé, le critère majeur qui a été mis en avant, c'est l'environnement, et c'est à juste titre, et il ne s'agit pas de revenir en arrière là-dessus. Je pense que le critère lié aux questions sociales doivent devenir plus importants qu'ils l'ont été aujourd'hui, si on veut rentrer dans ce qu'on appelle un capitalisme inclusif ou quelque chose de ce type. Après, la question c'est, est-ce que ça a un impact sur la performance économique ou pas? Moi, quand j'ai démarré, l'immense majorité des gérants me disaient « mais ça va nuire à la performance financière ». Et je répondais en boutade, il est bien connu que quand une direction d'entreprise est malhonnête, ça donne des performances financières supérieures. Il n'y a aucune étude qui démontre sérieuse, que des fonds gérés avec le ESG sont plus performants que d'autres, simplement parce qu'on n'a pas le recul statistique. Mais néanmoins, le bon sens nous conduit que ça ne nuit pas, mais voire au contraire, ça renforce. Et ce, pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est la question du risque de réputation, mais au-delà de la question de la marque. Quand vous regardez dans les biens de consommation aujourd'hui, dans les critères de choix, la réputation globale d'une entreprise devient de plus en plus importante par rapport au produit lui-même. Deuxièmement, une entreprise qui est confrontée à des controverses majeures peut perdre complètement sa réputation. Et le troisième point, mon dernier point, je terminerai là-dessus, c'est qu'en effet, je pense, comme François, que dès lors qu'on se situe sur le long terme, il n'y a pas d'opposition entre la performance financière ou la performance économique et la performance, l'utilité d'une entreprise pour la société. Je crois même que l'une et l'autre se nourrissent. Donc voilà, si vous voulez, sur ces questions, on en est à quelque chose qui est en début. Il me paraît important de propager, au fond, cette démarche de responsabilité des entreprises et avec, en méthode, 2 ou 3 principes. Le premier, c'est l'humilité. Je crois qu'on est dans un terrain qui est profondément subjectif et donc il faut accepter, en fait, avoir une forme d'humilité dans la façon dont on évalue ou on exclut. La deuxième, c'est le pragmatisme, c'est tenir compte des spécificités d'un secteur, d'un pays. Et enfin, mon dernier point, ne pas en faire une opération de marketing, car les effets boomerang pourraient être redoutables. Rodolphe Saadé, on revient un peu à un cas pratique. Vous êtes partout dans le monde. Est-ce que vous avez vous vivez, si vous voulez, une montée en puissance de règles imposées par les États sur les sociétés françaises, notamment avec la loi Sapin, pour imposer des règles très strictes en matière de lutte contre la corruption. Est-ce que vous, dans votre
activité quotidienne, vous voyez l'émergence, est-ce que vous voyez que ça favorise d'autres pays, d'autres nations, d'autres groupes qui n'auraient pas les mêmes standards et comment, voilà, comment vous faites au jour le jour dans cet environnement? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est vrai, il fait très chaud. Contrairement à mes voisins, nous sommes une entreprise familiale non cotée. Donc pour nous, l'éthique est une conviction très forte. Ça fait partie de notre dimension familiale, ça fait partie de notre ADN. Pour nous, comme disait Yves il y a quelques secondes, pour nous non plus, l'éthique, ce n'est pas du marketing. L'éthique, c'est un sujet vraiment sérieux. Nous avons mis en place une politique environnementale ambitieuse depuis 2003, bien avant que l'environnement ne soit un sujet de mode. De plus, nous avons mis en place une fondation en 2005 qui suit plus de 200 projets et qui vient en aide à plus de 8000 enfants un peu partout dans le monde. En tant qu'entreprise familiale, nous avions une vision long terme de notre activité. Les dirigeants du groupe, qui sont les membres de la famille, sont là depuis un certain nombre d'années et ont vocation à rester là pour de nombreuses années. Et donc, ils sont redevables. Je suis redevable de mes actes. Nous sommes un groupe international, nous sommes présents dans 160 pays, on a à faire face à 160 cultures et l'éthique permet d'avoir un socle commun de valeurs qui fédère tous les collaborateurs du groupe. L'éthique est également une obligation. Dans le cadre de notre activité, de nombreux clients du groupe demandent à ce que l'éthique devienne un critère dans les appels d'offres, que ce soit des clients américains, des clients européens ou autres, demandent à ce que cela soit un élément majeur. De plus, CMA-CGM est certifié par un organisme extérieur appelé EcoVadis qui nous classe parmi les 1% d'entreprises les plus responsables. Les gouvernements aussi, à certaines exceptions près, attendent que les entreprises aient une attitude irréprochable. Nos collaborateurs aussi, et notamment les millennials, qui eux aussi, pour pouvoir rejoindre un grand groupe, ont besoin de donner un sens à leur travail et l'éthique en fait partie. Et puis surtout, comme il a été dit également, il s'agit aussi d'une problématique d'image. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des difficultés par rapport à la réputation et à l'image d'une entreprise internationale. L'éthique peut être aussi une source d'économie. Nous avons en 10 ans réussi à réduire par 2 les émissions de CO2 pour chaque conteneur que nous avons transporté et donc la consommation de fuel. Or, nous achetons environ pour 3 milliards de dollars de fuel. Sans ces efforts qui ont été mis en place, nous achèterions plus du double. Donc, pour résumer, moi je pense que l'éthique n'est absolument pas un frein à l'économie, mais il faut faire attention, j'ai noté un mot, exemplarité. Il est important, si moi je suis exemplaire en tant qu'entreprise française qui suit les lois Sapin 2, quelqu'un basé en Chine, en Afrique ou ailleurs dans le monde va suivre les mêmes règles que moi. Sinon, ce n'est pas juste. Donc, oui à l'exemplarité, oui, il faut qu'on soit tous en matière d'éthique irréprochables, mais attention à ne pas avoir un traitement plus dur, contrairement à nos concurrents. Et notamment, dans certains cas, jusqu'à il y a quelques semaines, la desserte de l'Iran était problématique. Et j'aurais bien aimé aussi que Patrick, tu puisses dire un mot là-dessus, parce que nous, c'est un sujet pour nous, la problématique iranienne. Et à cause de l'administration Trump, nous avons décidé de mettre un terme à la desserte de l'Iran. Nos concurrents chinois hésitent un peu. Donc peut-être qu'ils ont des relations différentes avec Trump, je le pense, que nous, Français. Mais là, je vous donne un exemple où, oui, nous, on applique les règles d'éthique, on applique les règles en bonne et due forme, mais il faut qu'on soit tous logés à la même enseigne. Merci. Patrick, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Alors, à l'environnement réglementaire, l'extraterritorialité américaine... on n'est pas dans le sujet, enfin, pardon.
Un jour ou l'autre. La question de l'Iran, Patrick. c'est pas de l'éthique, c'est un problème de règles de droit. Ouais. Est-ce que, vous pouvez poser la question, mais c'est plus des leaders politiques, est-ce qu'il est normal que les États-Unis profitent de la force du capital américain pour imposer leurs lois au reste de la planète? C'est le monde dans lequel nous vivons. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, ça ne plaît pas aux leaders européens parce qu'ils le découvrent tout d'un coup, mais c'est la réalité. Mais c'est un problème juridique, c'est un problème d'environnement international. C'est pourquoi l'Europe, depuis 1996, n'a-t-elle pas déféré l'Iran Sanctions Act américain à l'OMC? Il n'y avait pas Trump depuis 1996. Si on l'avait déféré, peut-être qu'on aurait démontré que ce texte d'extraterritorialité était non conforme aux règles du commerce international. Le faire maintenant, malheureusement, ça prendra 15 ans. Bon, donc c'est pas, pour moi, là, on est dans un autre espace. Alors après, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est éthique que les Américains veuillent imposer leur puissance au reste de la planète? Là, je veux dire, encore une fois, là, on est dans le monde de la géopolitique. C'est pas la... Et moi, je ne suis pas là pour réguler l'affaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question. Nous ne pouvons pas travailler en Iran avec des menaces, dans le cadre de législation américaine. C'est impossible pour un groupe comme le nôtre et pour la plupart des groupes, je pense la totalité des groupes mondiaux. Peut-être même les Chinois, nos partenaires ne nous ont pas encore dit qu'ils reprendraient notre participation dans nos projets. Voilà. Alors, vous avez posé une question. Moi, franchement, je pense que... je voudrais répondre à Rodolphe. Je pense que la question, pour nous, grands groupes occidentaux globaux, n'est pas de ça. On peut se battre et on peut continuer à développer un groupe mondial, même si on n'a pas tout à fait les règles du jeu que d'autres, pour autant que nous, on sait quelles sont nos règles. Et je pense que là-dessus, nous l'avons vu en Afrique, où clairement on a vu les concurrents chinois venir prendre des parts de marché. Et bien la façon dont on s'y est pris, c'est plutôt de les laisser commencer à appliquer des méthodes agressives, dans lesquelles nous ne voulons pas rentrer. On leur a plutôt expliqué qu'il valait mieux qu'ils travaillent avec nous. Et quand ils travaillent avec nous, ils suivent nos règles du jeu. Et du coup, il y a des pratiques qui disparaissent. Et je pense que, encore une fois, je crois beaucoup plus à l'idée que nos groupes globaux et mondiaux et les leaders mondiaux peuvent servir de véhicule d'une soft law et d'impact et d'influence sur le reste du monde, plutôt de croire qu'on va régler le problème par un petit dénominateur commun, parce qu'on n'y arrivera pas. Et donc voilà. Est-ce qu'on a perdu des affaires? Oui, il m'est arrivé, il y a 2 ans, de dire à mes équipes que le dossier pouvait nous être présenté comme il le faisait, mais on pouvait le lire à l'envers, c'est-à-dire aussi on pouvait voir que le partenaire local qu'on nous imposait dans certains États, si on creusait bien le dossier, on pouvait trouver le cousin du fils du président, que j'avais pas envie qu'on travaille avec le cousin du fils du président. Voilà. Honnêtement, il a fallu creuser le dossier pour le voir. Voilà. Donc, est-ce qu'on a perdu beaucoup? Non, parce que quelque part, le groupe est suffisamment fort. Et je pense que c'est là que, si on se dit que et Total croît et Total se développe, c'est pas parce qu'on a décidé d'avoir des règles extrêmement strictes que nous ne développons pas. Donc je crois que là-dessus, il y a dans l'imaginaire, c'est beaucoup dans l'imaginaire. Je vais vous raconter une expérience personnelle. En 2006, je suis devenu le patron de toutes les prises de domaines miniers sur la planète. Mon père, inquiet, m'a appelé. Il m'a dit, mais tu vas t'occuper de la caisse noire de Total. J'ai dit, bon, d'accord. Donc déjà, non, mais ça veut dire que même, c'est dans l'esprit de tout le monde. Alors, j'ai dit, non, t'inquiète pas, tu me connais, donc fais confiance. Plus amusant, je vois arriver un jeune négociateur qui travaillait sur un pays d'Asie orientale, d'Asie du Sud-Est, et qui vient, après 6 mois de travail, il me dit, non, mais on va jamais y arriver, alors ce permis, tu comprends, où est la caisse noire? Et je lui dis, dehors, quoi. Et au bout de 2 ans, on a eu le permis. Il nous a fallu juste 2 ans au lieu de 6 mois. Il nous a fallu 2 ans au lieu de 6 mois. Mais on l'a eu. Et on ne l'aurait pas eu si on nous avait... Voilà, donc je pense que là-dessus, encore une fois, c'est une question, comme l'a dit, de conviction, très forte. Et ne nous trompons pas, à la fin, les salariés de nos groupes, dans la quête de sens, il y a aussi le fait qu'il faut qu'ils se sentent à l'aise dans une entreprise. Sinon, une entreprise ne peut pas se développer de façon pérenne. Et là-dessus, bon, je contribue au débat. Pour moi, il est clair, j'ai lu dans l'introduction, dans le petite feuille qu'on a donnée, est-ce que Milton Friedman a dit cette phrase qui est que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire des profits. Mais c'est pas ça, une entreprise. Une entreprise, profondément, comme la nôtre, qui a été créée en 1924, c'est une aventure d'hommes et de femmes qui se réunissent pour amener de l'énergie au monde. Alors bien sûr, si je veux continuer à me croître, il faut que je fasse des profits. C'est un moyen, le profit. Mais ça n'a jamais été un but en soi. Lorsque l'on écrit l'objet d'une entreprise, on dit, voilà pourquoi on travaille tous ensemble. Et c'est ça qui fait. Alors l'énergie, elle évolue,
Et donc, elle doit être de plus en plus propre, elle doit être aussi moins chère, ça c'est clair, elle doit être aussi disponible partout. Et là, on rejoint ces notions de raison d'être du rapport Sénart. Mais je crois qu'il ne faut pas... Enfin, et encore une fois, ce que je viens de dire d'ailleurs, c'est l'avantage de cette notion de raison d'être, c'est effectivement quelle est l'ambition collective qui font que l'on travaille au sein d'une entreprise. Et c'est ça que recherchent les jeunes que l'on recrute. Et après, on travaille dans ce sens-là en appliquant les valeurs qui sont les nôtres. François Buron-Gallo, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter un cas, au moins, où les pouvoirs publics, à l'échelle internationale, ont pu contribuer à des progrès de l'éthique. Moi, je suis celui à la tribune qui ne représente pas une entreprise, même si j'ai été dans le monde de l'entreprise, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yves Perrier sur l'humilité nécessaire. Il faut être en situation incarnée. Mais il y a un cas positif au moins, c'est la lutte anti-blanchiment dans le domaine financier. Et je le dis parce que ce n'est pas toujours très connu. C'est à l'initiative française, il y a 30 ans, la création d'un organisme qui porte un nom barbare, l'acronyme de GAFI, Groupe d'Action Financière Internationale, qui est d'ailleurs installé à Paris, et où on a imposé progressivement des obligations à toutes les institutions financières de la planète sur la traçabilité des flux et le fait de refuser des flux qui n'étaient pas causés et qui pouvaient être suspects, ou de les refuser ou de devoir les déclarer à la justice de chaque pays. Croyez-moi, cette lutte anti-blanchiment a changé complètement l'activité financière internationale. Au point d'ailleurs de poser des problèmes à certains continents dont on parle moins souvent, comme l'Afrique. Et je crois que là aussi, les choses peuvent se résoudre dans le bon sens, c'est-à-dire d'amener certaines pratiques africaines à changer plus vite pour pouvoir bénéficier à nouveau de flux financiers internationaux. Alors il y a bien sûr des tas d'autres choses à faire, il y a des tas de sujets qui marchent moins bien, mais de temps en temps, on peut avoir des succès de la réglementation éthique internationale. J'avais peut-être une autre question, presque un cas pratique. Il y a quand même une entreprise française, Lafarge pour ne pas la nommer, qui est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, parce que lié à ses activités dans une zone de conflit. Est-ce que c'est quelque chose concrètement qui vous fait peur, et comment est-ce que c'est l'idée, est-ce que la réaction c'est de dire on va jamais aller dans des zones compliquées de conflits potentiels, enfin, vous étiez au Myanmar, ça aurait pu très mal tourner. Lafarge avait une activité en Corée du Nord, il l'a conservée. Bon, comment vous appréhendez le risque géopolitique? Non, mais attendez, d'abord, nous étions en Syrie. Donc nous y étions. Effectivement, nous avons quitté la Syrie relativement rapidement et mis fin à nos activités. Mais aujourd'hui, nous sommes au Yémen, où nous avons arrêté toutes nos activités. Nous avons tout arrêté, puisqu'il y a une guerre civile. Moi, je n'expose pas la vie de mes gens au Yémen. Mais en même temps, il y a encore 200 Yéménites qui veillent à ce que cette usine de gaz naturel liquéfié, qui représentait 30% des revenus de l'État du Yémen, ne soit pas totalement détruite. Et donc, il y a... Et de temps en temps, on se dit, j'espère pour faire ça, j'arrête pas de poser la question à mes collègues, j'ai dit, bien évidemment, tout ça se fait de façon totalement claire et transparente. Alors, il se trouve que les armées d'Abu Dhabi entourent l'usine, donc je suis sûr que c'est clair et transparent par les armées d'Abu Dhabi. Mais ça pose des... Non, après, la question, est-ce qu'on doit... Donc, il y a des questions qui sont bien évidemment, est-ce qu'on doit renoncer, au nom d'une morale ou d'une éthique, à travailler dans tout pays qui ne correspond pas à ce qu'on considère comme bien en France? Le bien n'est pas vu de la même façon partout sur cette planète. Il y a une polémique sur l'huile de palme en ce moment. Allez demander aux 15 millions de Malais et d'Indonésiens qui vivent de l'huile de palme ce qu'ils pensent de la polémique qu'il y a dans une société extrêmement riche qui se permet de dire que ce qu'ils font est mal. Je n'ai pas vu un article de presse encore dans notre beau pays pour savoir si l'huile de palme et le travail de l'huile de palme en Malaisie, en Indonésie, apportent du bien ou non à ces populations. Au nom de quoi on a le droit aujourd'hui de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal? Non mais le débat, il n'est jamais univoque. Au passage, l'huile de palme, qui m'intéresse, moi je préfère l'huile de tournesol personnellement, c'est pas très bon l'huile de palme. Mais au passage, juste scientifiquement, pour les bien-pensants, s'ils regardent un peu le dossier, lorsqu'on veut l'alternative à l'huile de palme, c'est l'huile de soja, on exploite, il faut juste 6 fois plus de terre pour une tonne d'huile de soja par rapport à une tonne d'huile de palme. Personne ne l'a écrit, ça. Donc, dans cette affaire d'éthique, il y a aussi un problème de point de vue qui doit être pris en compte. Et pas simplement croire que notre civilisation domine la planète. Je ne suis pas sûr qu'elle la dominera dans quelques temps. Justement, Yves Perrier...
Est-ce qu'on peut avoir des principes universels et d'éthique? Est-ce que c'est pas plus le reflet d'un rapport de force économique? Non, mais la vie n'est que rapport de force. Ça, c'est un fait. Et les rapports géopolitiques sont des rapports de force. Et au fond, le rôle de la politique, le rôle de l'éthique, c'est de faire en sorte que ces rapports de force se fassent de la manière la plus paisible possible, et tout en permettant le développement économique. Moi, je vais rebondir sur ce que dit M. Pouyanné. Le point clé, c'est distinguer. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de principes universels. On est tous d'accord par rapport au respect de l'environnement, la question du CO2. Bien sûr, on est tous d'accord sur un certain nombre de questions sociales, le travail des enfants, etc. Bien sûr, on est tous d'accord sur ce que c'est une bonne gouvernance, dans son principe. Cela dit, quand on rentre dans les modalités, on se rend compte qu'il y a plein de différences. Et qu'aujourd'hui, au stade de la globalisation où on en est, en fait, on voit se redévelopper, moi j'appelle ça la résurgence des nations, des sentiments d'attachement culturel, et qu'il faut respecter. Je viens de faire une expérience assez intéressante avec nos amis américains, puisqu'ils ont racheté une société qui avait une base aux États-Unis. Nous avons appliqué nos principes, on a dit qu'il faut appliquer nos principes ESG, d'autant plus qu'eux-mêmes voulaient se mettre dans cette démarche. Et il y a un certain nombre d'entreprises qu'on exclut, dont 2 entreprises américaines qu'on exclut. Et les raisons pour lesquelles on excluait sont diverses, je ne vais pas les citer. Et nos interlocuteurs américains nous ont dit « Mais attendez, c'est pas possible. Comment vous pouvez exclure ces Américains ?» Et ils nous ont développé un certain nombre de points de vue. Et je dois dire que je respecte leur point de vue. Je ne suis pas d'accord, mais je le respecte. Est-ce qu'on doit leur imposer? C'est une autre question. C'était intéressant avec les Américains parce qu'en général, ils ne se posent pas cette question. Ils ont leurs normes et ensuite la globalisation, c'est tout le monde applique les normes que nous avons définies. Donc, universalisme, oui, mais dans le respect des spécificités de chacun des pays. Et deuxièmement, non pas pour juger, pas pour stigmatiser, mais pour inciter à progresser. François Villeroy-de-Galhau, un tout petit commentaire. J'aimerais quand même laisser la possibilité à la salle de poser 1 ou 2 questions à Patrick Pouyanné. Pardon, et à tout le monde d'autre. Si. Non, à Rodolphe. Non, si j'ai droit à 2 phrases ultra courtes, parce que je crois qu'on vient de toucher avec la question à Yves Perrier un point très délicat. On a tous parlé d'humilité. Il ne s'agit pas de donner des leçons de morale d'en haut. Je crois qu'humilité ne veut pas dire relativisme excessif et ne veut pas dire retour au cynisme. Je ne voudrais pas que nous laissions ce sentiment à l'issue de la table ronde. En tout cas, je vais dire ma conviction, et je pense qu'elle est largement partagée par mes voisins. Le respect des personnes ou le respect de la nature, ça, c'est des valeurs universelles. Et je pense qu'une conscience droite, on sait à peu près ce que ça veut dire en Chine, en Afrique, aux États-Unis et en Europe, et je pense que ça n'est pas radicalement différent. Donc il ne faut pas qu'on se cache derrière la diversité des cultures pour dire « je ne sais pas juger ce qu'est une conscience droite ». En tout cas, je ne sais pas m'y efforcer, moi. Ça, je crois que ça serait faux. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il y a quelque chose quand même d'extraordinairement positif dans notre environnement social, face à tous les défis dont on parle, c'est que la pression sociale sur les sujets de réputation, d'environnement, d'impact RSE, elle est devenue considérablement plus grande qu'il y a 20 ans, et je pense que c'est une force de progrès de nos sociétés. Voilà. Merci. Une question là. Je suis profondément convaincu qu'une entreprise ressemble à ses dirigeants, mais quand on descend sur les choses triviales, comment sont rémunérés les dirigeants? Est-ce que le critère de RSE intervient dans la rémunération des dirigeants ici présents? Pour ma part, tout ça est très public, il faudra ouvrir le rapport, mais pour ma part, le conseil d'administration vient d'augmenter le critère, ça correspond, ça fait 15% du critère individuel de ma part variable, et sur le critère RSE qui couvre des divers domaines, qui couvrent l'environnement, le climat pour nous, qui est fondamental. Est-ce que oui ou non, nous diminuons l'intensité carbone de nos produits que nous mettons aux clients, mais qui couvre aussi des politiques de diversité, par exemple,
promouvoir dans l'entreprise. Et donc le conseil d'administration, oui, prend en compte et évalue la performance du patron de Total à travers des critères et également, par exemple, dans les divers indices qui sont publiés, où est-ce que se situe Total, leader, lagarde ou moyen. Voilà, donc oui, c'est concret. Rodolphe ? Et la politique que j'applique après, c'est que je les décline sur mes collègues. Je ne le garde pas pour moi. Parce que si je veux que ça marche, il vaudrait mieux qu'ils partagent les objectifs. Sinon, j'ai aucune chance. Tout seul, je ne vais pas couvrir le groupe. Peut-être avant de répondre à cette question, 2 petits commentaires très vite, je sais. Le premier, le but de CMA-CGM, c'est de livrer la marchandise d'un point A à un point B de manière efficace et rapide. Mais son but aussi est de gagner de l'argent, parce que si elle ne gagne pas d'argent, elle n'est pas en mesure de faire des investissements, d'acheter des bateaux, d'acheter des conteneurs. Donc il n'y a pas de mal à dire qu'une entreprise gagne de l'argent, parce que si elle n'en gagne pas, elle n'investit pas et elle ne se transforme pas. Deuxièmement, dans les pays compliqués, c'est là où on gagne de l'argent. Plus le pays est complexe et plus les chances de réussite sont importantes. On peut se casser la figure aussi, mais de manière générale, les pays compliqués, c'est là où le groupe CMA-CGM est présent. On est présent en Syrie de par nos origines, au Liban et dans différents pays compliqués, et c'est là où on arrive à gagner de l'argent. Maintenant, par rapport au salaire, c'est le conseil d'administration de CMA-CGM qui valide le salaire du dirigeant. Une autre question avant la conclusion de Bernard Jacquiat. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé long terme. Vous êtes dirigeant, c'est normal. Moi, j'appartiens à une génération où on est de plus en plus court-termiste. Comment on fait pour transmettre cette vision long terme à vos collaborateurs ? On l'a traduit parce que justement, on fixe collectivement où est-ce qu'on veut aller. Et moi, chez nous, il y a un document qui dit ce qu'on veut faire de Total dans 20 ans. Donc on a écrit un document qui dit voilà ce que devrait être Total dans 20 ans. Dans 20 ans, on veut être une entreprise, il y aura moins de pétrole, plus de gaz, et il y aura tout un secteur d'énergie renouvelable, d'électricité, qui fera 20-25% de l'entreprise. Et dans 20 ans, on veut travailler collectivement avec telle et telle valeur. Donc je pense que c'est ça la façon dont on essaie de le partager. Après, ça suppose régulièrement de répéter. Il est clair que le matin, quand vous arrivez au travail, vous commencez à régler les problèmes de court terme, tous les matins. Mais garder un cap et savoir lorsqu'on fait des choix, c'est aussi important. Et nos jeunes employés, on partage avec eux. Vous voulez rentrer chez nous, vous voulez rentrer chez nous non seulement parce que c'est une belle boîte qui gagne de l'argent, c'est clair, mais aussi parce que est-ce que vous voulez participer à cet objectif collectif. Et je crois que c'est important de garder les 2 dimensions. Et le plus simple, venez chez nous, vous verrez. Bertrand, une conclusion. Oui, l'administration du cercle des économistes me fait être l'interprète du fait qu'il faut terminer, et rapidement. Deuxièmement, je vais répondre, un élément de réponse à la dernière question qui a été posée. Je voudrais faire part de la remarque de Jamie Dimon, qui est le patron de JP Morgan, de Larry Fink, qui est le patron du plus grand fonds mondial BlackRock, et de Warren Buffett, que tout le monde connaît, qui parlait, c'est à propos du long terme, qui parlait de l'hystérie du reporting trimestriel. Et en fait, on voit bien que de plus en plus, les sociétés abandonnent cette obligation qu'elles s'étaient créées, ou qu'avaient créé les analystes financiers, de faire part de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices tous les trimestres. Et donc, cette vision de long terme est favorable, me semble-t-il, à l'éthique. Et dernièrement, la conclusion, c'est que l'éthique dans les affaires ne semble pas nuire à leur prospérité. Merci. Bon. Bravo.